Et donc ça, c'est vraiment une avancée sur les éléments qu'on a actuellement. C'est faire un pas en avant et justement améliorer le process. Un gâteau, quand on le mange, donc quand on l'ingère, on absorbe le gâteau. Et quand on prend le gâteau sur la figure, on adsorbe le gâteau. Voilà, c'est du papier spécifique salle propre pour que lorsqu'on écrit, eh bien l'encre reste à sa place dans le papier. Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui à la Tropée, une micro-série du podcast associé Good Manufacturing Podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec la société CG et avec Meggy Gratté-Chausson. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, donc je travaille chez CG, donc je suis commerciale sud-ouest de CG. Donc avant d'être commerciale, en fait, j'étais technicienne de laboratoire et donc j'ai travaillé en salle propre. Énorme, tu sais ce que c'est que de vivre le truc, quoi. C'était ça, j'étais en plein dedans. Les difficultés. Voilà, je connaissais les difficultés, j'étais vraiment en plein dedans et mon but maintenant, c'est de communiquer mon expérience aussi, de faire un retour d'expérience et de proposer toutes les nouveautés pour justement améliorer toutes les problématiques qu'on peut avoir en salle blanche. Ouais, du coup, tu peux comprendre à quoi servent tes produits, savoir pourquoi ils sont utiles, quoi, et comment ils peuvent faciliter la vie des gens, quoi. C'est ça. Mon but, c'est ça. C'est vraiment de trouver le produit cible par rapport à une problématique et donc justement d'avancer et de pouvoir faire aussi une amélioration continue parce que le but, c'est ça. C'est pas de stagner sur une expérience. Donc, c'est vraiment de voir à chaque fois qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et de pouvoir proposer du coup les produits adaptés. Donc, très bonne transition, est-ce que tu peux nous parler de certains problèmes que du coup CG essaie de répondre au quotidien ? Alors en fait, c'est quand on va rencontrer nos clients qu'on va vraiment échanger avec eux et en fonction justement de cet échange, eh bien, on va cibler par rapport à nos produits, par rapport à notre gamme. Très bien, donc est-ce que tu peux me présenter par exemple un produit qui répond à un problème Oui, donc par exemple, celui que j'ai en tête là, donc c'est concernant des emballages. Ouais. Donc concernant les emballages, celui qu'on connaît le plus souvent, c'est un emballage où d'un côté on a du polyéthylène, donc du plastique transparent, et de l'autre côté on a souvent du papier. Du papier, les trucs qu'on met dans les autoclaves. Exactement, c'est du papier pour les autoclaves. Donc ceux qu'on connaît le plus souvent, c'est ceux qu'on va croiser vraiment partout, comme en centre hospitalier aussi, c'est là où on les voit le plus souvent. Avec les doubles emballages parfois. Exactement. Et en fait, la problématique qu'on peut avoir, c'est que si on a de l'eau qui tombe sur la partie papier, bien, le papier c'est de la cellulose, qui donc va plus ou moins, on va dire, en mise en contact avec le papier, va s'ouvrir et donc va couper la stérilité. D'ailleurs, c'est un vrai problème ça, dans les stérilisateurs quand on ressort la charge et que du coup on trouve que la charge est humide, enfin est mouillée, on est obligé de tout ouvrir. C'est ça, et on repart. Relancer un cycle, quoi. C'est ça. Donc là je suis devant un sachet. Ça c'est du polyéthylène. Du polyéthylène d'un côté et une autre matière de l'autre qui n'est pas du papier, ça ressemble plus à une espèce de de plastique, mais c'est... Alors en fait c'est du Tyvek, donc c'est le papier Tyvek, donc c'est sa marque, c'est le nom du papier. Et l'avantage du Tyvek, c'est que si on a cette fameuse gouttelette d'eau qui nous embête et qui retombe dessus, eh bien cette fois-ci ça va pas ouvrir parce que c'est un peu plastifié comme vous l'avez dit, et donc ça va juste ruisseler. Et donc on ne va pas couper la stérilité. D'accord. Et donc ça c'est vraiment une avancée sur les éléments qu'on a actuellement. C'est faire un pas en avant et justement améliorer le process. Ouais, et puis du coup c'est sûr que ça va augmenter le bond du premier coup dans les cycles de stérilisation. C'est ça, exactement. Ça va diminuer au final les coûts de fonctionnement, les délais d'arrêt. Enfin, c'est-à-dire on a très besoin de cette pièce pour lancer la prod. On est obligé de relancer un cycle, boum, on perd le temps du cycle, quoi. C'est ça. Donc là le but c'est vraiment d'améliorer entre guillemets le rendement, puisque le but c'est de faciliter les choses. Et le fait aussi pour faciliter les choses avec justement l'échantillon que vous avez sous les yeux, c'est que vous voyez d'une extrémité vous avez un espèce de scotch qui va permettre, on va suivre les petits pointillés, on va le retourner et donc on va venir fermer. Et donc on n'a pas besoin de soudeuse. Et donc on gagne encore au niveau du temps parce qu'on n'a pas besoin de sortir la soudeuse, de s'installer. Pareil, les soudeuses à qualifier, c'est un peu pénible aussi. Voilà, là on n'a plus besoin. Là c'est vraiment, on enlève la petite partie. C'est comme une enveloppe là, du coup. Exactement. Moi, il y a un petit collant, un endroit où c'est préplié, du coup, hop, c'est très facile à fermer, on peut envoyer le truc, c'est super.
Voilà, donc là c'est beaucoup plus simple. Et ensuite pour l'ouverture, parce que bon, on y a pensé aussi. Après il faut le rouvrir. Et bien à l'opposé, on a un petit V qui nous permet de faciliter l'ouverture. C'est pelable à l'ouverture, quoi. Voilà. Et on retrouve le fameux sachet pelable, évidemment qui a été qualifié pour que lorsqu'on l'ouvre, qu'on n'ait pas une volée de particules en même temps. Les particules restent à leur place. Quand vous fournissez du coup un peu le certificat, la documentation toute la documentation est libre sous demande, il n'y a aucun souci. On a évidemment plein de dimensions également. On a du sur-mesure aussi pour les éléments. Pour les énormes trucs, si jamais on en a. Voilà, quand on a des très grosses choses, c'est quand même bien aussi d'avoir les bonnes dimensions. Donc là, on va vraiment avancer avec le client en fonction de sa demande. Là, c'est un des plus petits. En l'occurrence, sur le salon, je n'ai que des plus petits. Sinon, j'ai plus de place. Super, ça c'est vraiment intéressant. Et le Tivec, alors, c'est vous qui avez développé ça ou c'est Alors non, c'est une industrie qui fabrique le Tivec et qui sont principalement situés aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est utilisé dans d'autres types de choses Oui, bien sûr. On va le retrouver en plein d'éléments. Donc on va le retrouver par exemple, là sur le salon, j'ai aussi d'autres éléments qui sont un Tivec. Donc le Tivec, il faut savoir qu'il a deux formes en quelque sorte. On a une forme qui va être plus ou moins chauffée, comme celle que vous avez là qui est un peu rigide, et une forme on va dire plus traditionnelle qui est beaucoup plus souple. Comme une chiffonnette quoi. Pour donner l'exemple, donc là c'en est un avec une partie très souple. Et donc là typiquement on va être sur quelque chose où on va pouvoir mettre l'élément beaucoup plus simplement, puisque comme c'est souple, on n'a plus cette partie rigide qui nous embête pour pouvoir rentrer l'élément à l'intérieur, et ensuite on va pouvoir le fermer. Donc là je suis devant un sachet, donc ça fait un peu comme les combinaisons, pour ceux qui connaissent, les combinaisons qu'on a parfois sur les sites pour rentrer en prod. Donc c'est un peu plastifié, mais ça reste souple effectivement. Donc là c'est une autre type d'emballage. Donc là on est sur du souple. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'évidemment il est en pleine dimension encore différente. Le sur-mesure est toujours possible et on peut l'utiliser. Dans l'industrie pharmaceutique, on les connaît bien. C'est les bols bouchons qui sont parfois un petit peu compliqués à autoclaver. Et donc là ça va être une solution. Alors là, par contre, du coup, la fermeture est un peu différente. C'est des espèces de petites cordelettes qu'on tire, mais alors... c'est des liens. Par rapport à l'étanchéité. Alors, c'est testé. Il y a une fermeture spécifique pour justement que ça reste stérile. Ça reste stérile. Très bien. Tu veux nous montrer quelque chose d'autre d'innovant? D'innovant. Alors, par exemple, on va faire un petit peu le tour de ce que l'on a, des produits que l'on a. Donc, nous, en fait, on va distribuer tout ce qui va être à l'intérieur de la salle propre. Donc, à l'intérieur de la salle propre, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, déjà... On ne construit pas la salle propre, mais on met ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre déjà du mobilier. Il en faut. Les tables. Voilà, les tables, les étagères, les petits chariots. Vraiment, on va mettre tout le mobilier à l'intérieur. Une fois qu'on a le mobilier, on va faire en sorte que la salle propre reste propre. Alors, quelles sont les contraintes du mobilier de salle propre? Alors, les contraintes, c'est surtout qu'en salle propre, on nettoie beaucoup. Forcément, parce qu'on veut que ce soit propre. Et donc, il faut que ce soit résistant. Avec les outils, l'H2O2, les choses comme ça. Exactement. Ça va être très ça va attaquer. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait des équipements, des matériaux qui vont résister justement à l'agression de ces produits-là. Donc typiquement, le plus courant, ça va être l'inox. Voilà. C'est vraiment l'inox qui va être utilisé pour l'ensemble du mobilier. Ensuite, on va avoir donc dans la salle propre, toujours pareil, le but c'est qu'elle reste propre. Donc on va avoir des équipements de protection individuelle. Dans des équipements de protection individuelle, tout à l'heure justement on parlait des combinaisons Tivec, effectivement elles existent. Et donc nous en fait on va vraiment habiller le personnel de la tête jusqu'aux pieds. Donc de la tête jusqu'aux pieds, c'est la charlotte, les lunettes, les masques, les combinaisons. Pour ceux qui ont déjà vu des gens qui travaillent en salle blanche, c'est des cosmonautes quoi. Exactement. Ils sont habillés, il n'y a pas un seul morceau de peau apparent. Exactement. Avec des lunettes, même des lunettes un peu de masque de ski quoi, pour ceux qui ne savent pas trop. Donc c'est un sacré paquet d'équipements à apporter quoi. Voilà. Et en plus les équipements, on va les adapter par rapport au travail. Typiquement, une personne qui va travailler en zone hors stérile va pas avoir la même combinaison que celle qui est en stérile. Parce que des fois, il y a des process d'habillage différents, donc on va adapter justement l'équipement au process d'habillage. Et c'est quoi l'enjeu donc c'est quoi l'objectif de s'habiller comme ça? Alors le but en fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une salle propre, le premier contaminant, c'est l'homme. C'est l'homme. S'il ne rentrait pas, on aurait beaucoup moins de contamination. Mais on est obligé de travailler. Et donc, on va venir vraiment l'habiller pour justement limiter les contaminations. On va parler par exemple, au niveau de la tête, ça va être les cheveux.
le cuir chevelu. Au niveau du visage, ça peut être les sourcils, la peau, la barbe. Après, on va avoir évidemment de la peau de partout, hein, donc ça va être tout ce qui va être relargué. Donc ça, c'est parce que quand on bouge, on le voit pas, mais on relargue. Exactement. Une tonne de beaucoup de particules. Et au plus on bouge vite, plus on en fait. Exactement. On reste assis, c'est pour ça qu'en fait, en salle propre, ce qui est important, c'est déjà, on ne court pas, on maîtrise ses mouvements, hein, on marche doucement, on fait les choses intelligemment, on va pas se retourner très vivement et vite aller chercher quelque chose. Non, c'est fait en intelligence et on fait les choses pour justement faire le moins de mouvements brusques possible pour limiter l'apparition de particules. Exactement. Et donc l'objectif de ces vêtements, c'est de garder les particules à l'intérieur, quoi. Exactement, elles restent à leur place. Trop fort. C'est ça. Et ensuite, du coup, pour que ça reste propre, on a parlé justement de toute la partie habillage. Et une chose aussi qui est importante, c'est qu'on les oublie des fois, mais c'est les chaussettes. Les chaussettes. Effectivement, en salle propre comme en dehors, on doit porter des chaussettes. C'est ça, on porte des chaussettes. Et évidemment, les chaussettes doivent avoir quand même une utilité. C'est que déjà, tout le monde le sait, généralement, on met des chaussures spécifiques salle blanche ou des surchaussures. Mais on a toujours une partie qui est ouverte. On a toujours la cheville qui peut être apparente. Là, il faut rentrer le pied, quoi. Enfin, au bout d'un moment, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, vous avez certaines personnes qui vont mettre des chaussettes basses, d'autres qui vont mettre des chaussettes très hautes, d'autres qui vont mettre... Voilà. Donc, il faut déjà harmoniser tout ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les chaussettes, quel est leur matériau ? C'est vraiment la matière de fabrication qui est importante, parce qu'une chaussette, typiquement, si elle est en coton, je vous donne l'exemple, le coton, c'est une fibre naturelle. Qui dit fibre naturelle, dit une fibre qui va relarguer rien que par le frottement. Là, en l'occurrence, les chaussettes de salle propre, elles vont être fabriquées en polyester et élastane pour justement limiter cette propagation. Exactement. Parce que les deux matières sont des matières non plus naturelles, mais synthétiques. Et donc, c'est fait en extrusion plastique. Et donc, ça ne relargue pas de particules. Super. Et alors, du coup, tu me disais qu'il y a une nouvelle exigence qui est sortie dans la nouvelle annexe 1, la fameuse, dont tout le monde a entendu parler. C'est ça, qui fait beaucoup de bruit et qu'on attendait aussi depuis un moment, depuis le temps qu'elle était en travail. Donc là, effectivement, l'annexe 1 va justement aller dans ce sens-là de devoir aussi utiliser des chaussettes. Donc là, ça y est, c'est une exigence spécifique. Voilà. Les chaussettes utilisées en salle blanche doivent être en matière non relargante de particules, etc. C'est ça, exactement. Super. Donc là, c'est aussi notre nouveauté de cette année. Très bien. Alors, est-ce que tu veux nous parler de... Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on fait d'autre ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du mobilier, des équipements de protection individuelle. Après, il faut bien nettoyer. Donc, on va avoir toute la partie nettoyage. Donc, pour le nettoyage, on va parler de tout ce qui est alcool. Donc, les deux plus courants, c'est l'éthanol et l'IPA, donc isopropyl alcool ou propane de hol. Bon, après, il y a plein de noms en fonction de comment on le dit. Ouais. Ensuite, on va avoir toute la famille des biocides. Ouais. Là, on va avoir différents types de biocides en fonction des souches qu'on cherche à éliminer. Donc, typiquement, ça peut être soit par exemple des bactéries, des virus, des champignons. Champignons, ou alors on va aller jusqu'aux spores. Et donc là, on va vraiment choisir le produit en fonction de ce qu'on veut combattre. Exactement. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'un biocide, c'est bien gentil, mais il faut qu'il soit bien utilisé. C'est-à-dire ? Et comment on va l'utiliser, c'est qu'il faut faire attention, c'est que chaque biocide a un temps de contact. Le temps de contact, en fait, c'est le temps que le produit doit rester sur la surface. Pour être efficace. Exactement. Pour tuer, du coup, ce qu'on veut tuer. Exactement. Donc, on va en avoir certains qui vont être, par exemple, en une demi-heure, un quart d'heure, une minute. Donc, théoriquement, au plus c'est court, au plus c'est intéressant pour les industriels, j'imagine. Exactement. Donc là, ça va être intéressant aussi de regarder justement les différents produits par rapport à leur temps. Parce que quand on parle de temps de contact, c'est temps de contact mouillé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en salle propre, il y a beaucoup de ventilation. Ça sèche super vite à cause du taux de renouvellement d'air, l'hygrométrie maîtrisée. Exactement. Donc, c'est pour ça, quand on dit un quart d'heure, c'est très très long. Et donc, on va aller vers des produits qui sont de plus en plus rapides. Et ce qui est important, c'est au niveau environnement et respiratoire du personnel, d'avoir des produits qui soient quand même plus sympathiques. Sympathique, ouais. Et alors, ça veut dire que par exemple, un produit qui a un temps de contact de une demi-heure, il faut remouiller ?
il faut que ça reste humide. Donc en fait, il faut continuellement. C'est ça, il faut que ça reste tout le temps humide pendant une demi-heure. Donc c'est très long. Ouais, c'est long. C'est très long. C'est très long. Après, donc on a la partie désinfection. Ce qui est important aussi, mais par rapport, toujours pareil, dans le processus d'amélioration, nos produits aussi, petit à petit, on les BPR. Donc ça, c'est aussi important parce que ça va être des exigences qui vont être demandées de plus en plus. Ça, c'est pareil, la nouvelle annexe 1, exactement, on est toujours dans cette annexe-là et dans cette amélioration-là. Et ça fait écho, du coup, selon ce qu'on veut combattre, on va utiliser tel ou tel produit. Et du coup, l'annexe 1 met un trait assez important sur l'identification des souches et des contaminants microbiologiques trouvés. Donc il y a vraiment cette histoire de... On a fait un podcast avec Yann Puigmal là-dessus, donc, qui nous décrivait l'importance de l'identification des souches. Effectivement. Et c'est pour ça que du coup, une fois qu'on les a identifiés, eh bien, on va aller les combattre grâce aux produits qui évidemment adaptés. Super. Après, donc il y a les produits, mais de temps en temps, on ne fait pas que désinfecter, on nettoie aussi. Ouais. De toute façon, on peut désinfecter que ce qui est propre, du coup. Exactement, donc on utilise des détergents. Et donc là, on va avoir différents types de détergents en fonction de l'utilisation. Au courant, ce sera plutôt du neutre parce que le but, c'est pas non plus d'attaquer tout le temps. Ouais. Et par exemple, quand on fait une mise à gris, mise à blanc, là, on va prendre quelque chose qui attaque un petit peu plus. Mise à gris, mise à blanc, pour ceux qui savent pas bien ce que ça veut dire. Alors, la mise à gris, mise à blanc, en fait, c'est quand une salle propre, par exemple, on va arrêter la filtration, on va un petit peu la mettre en stand-by en quelque sorte. Fin de l'eau. Voilà. Eh bien, on va faire en sorte qu'on va tout remettre propre. Donc on va vraiment tout renettoyer pour être vraiment au top, pour repartir sur une nouvelle fabrication. Ok, et ça du coup c'est mise à blanc. Et là on sera sur une mise à blanc. Et ou alors ça peut être aussi par exemple pendant des gros travaux où là on va faire rentrer des éléments poussière, très sales. Des gens, des nouvelles machines, faire percer un mur. Exactement, où là on va faire une mise à gris, donc on va enlever en quelque sorte une première couche de poussière. Et après on va faire la deuxième couche, donc on va faire la mise à blanc. Super. Voilà. Et ensuite, donc une fois que c'est propre, eh bien évidemment, on n'oublie pas de rincer. Le rinçage est important. Donc une fois qu'on a rincé, bon évidemment, plutôt généralement avec de l'alcool, et ensuite on désinfecte. Et là on est prêt. Et là, on est parti. Et ensuite, donc évidemment, on l'utilise avec du tissu. C'est quand même plus pratique. Du tissu du coup qui ne relargue pas de fibres. Exactement, donc là on va voir aussi dans notre gamme différents types de tissus en fonction de la zone où on se situe et de l'utilisation. D'accord. Et donc là on va voir vraiment toute une gamme très particulière par rapport à l'utilisation. Voilà, je vous donne quelques exemples très rapides. On va voir un tissu spécifique qu'on appelle non tissé qui va être plutôt pour les zones les moins sensibles. Ouais. Qui vont, du coup, c'est un tissu qui peut relarguer, mais faiblement. Et donc, on va l'utiliser pour les surfaces planes, pour les zones qui sont pas trop risquées. Et ensuite, on va avoir aussi les tissus un petit peu plus techniques, plus résistants, qui, eux, on va les rentrer dans les zones plus critiques. Par contre, le petit souci, c'est que ces tissus qui sont plus techniques, plus résistants, ils sont fabriqués en polyester. D'accord. Le polyester, ce qu'il faut savoir, c'est une fibre qui est synthétique. Ok. Donc, qui réagit mal au... Et en fait, qui n'absorbe pas. Ah bah oui. Ça. Elle absorbe uniquement. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique vite fait qu'est-ce que c'est l'absorption, l'adsorption. Oui, c'est intéressant. Alors moi, j'ai un petit schéma que j'ai toujours beaucoup apprécié, ma professeure, qui disait, en fait, on prend l'exemple du gâteau. Ouais. Un gâteau, quand on le mange, donc quand on l'ingère, on absorbe le gâteau. Ouais. Et quand on prend le gâteau sur la figure, on adsorbe le gâteau. Trop fort. Voilà, et là, généralement, on garde en tête ce gâteau. C'est pas mal. Et donc, une fibre synthétique, eh bien, elle l'adsorbe, donc ça veut dire que les petites gouttelettes vont se mettre entre les fibres. Alors qu'une fibre... Comme du coton, ça va ça va le prendre, ça va mettre à l'intérieur. Le non-tissé, généralement, c'est polyester et cellulose. Donc forcément, il y a de l'adsorption et de l'absorption. Il y a les deux. Quand on passe sur un tissu plus technique, on ne l'a plus. Et donc là, ces tissus-là vont être plus sur la désinfection. Après, on peut avoir aussi une autre problématique en salle propre, c'est l'essuyage. Ouais. Quand on essuie, on prend notre tissu traditionnel, tout le monde a fait le test, on étale. Ouais. Et on prend un tissu, 2 tissus, 3 tissus, on n'arrive pas à l'enlever et ça nous énerve. Ouais. Je parle d'expérience.
Et donc dans ces cas-là, eh bien en fait on va utiliser des tissus plus adaptés et donc des tissus en fait qui vont absorber. Et donc pourquoi ils absorbent plus que les autres Eh bien tout simplement, on a toujours la même matière, mais par contre on fait des couches. On met l'un sur l'autre. Donc quand tu dis toujours la même matière, c'est du coup du polyester, le fameux polyester. Et donc là, le fait de mettre 2 tissus polyester l'un sur l'autre, ils les soudent entre eux. Et ça va se rentrer entre les deux. Exactement. On va avoir nos petites gouttelettes qui vont se mettre entre les fibres de la première couche, de la deuxième couche et entre les couches. Ouais, c'est pas mal. Technique, hein. On n'y croirait pas, mais... Ah oui, un petit tissu peut avoir plein de propriétés. Et ensuite, on va avoir encore plein d'autres tissus, plein d'autres exemples. Mais c'est vraiment un tissu par une activité ou, par exemple, un tissu qui va être très doux pour quelque chose de délicat. Donc, on va vraiment adapter en fait le tissu à son utilisation. Ouais. Voilà. Donc, voilà un petit peu par rapport justement aux essuyages. Donc on a vu l'essuyage, donc évidemment pour le sol, on va aussi mettre sur un support. Donc là on va retrouver tout ce qui est mop. Donc les mops, c'est les petits systèmes avec des petites poches pour mettre les balais à l'intérieur. Soit des lingettes, les mêmes qu'on a expliquées, mais en version très grande, qui vont s'adapter sur les balais. Et donc là on va avoir différents types de balais par rapport forcément toujours pareil. Qu'est-ce que j'ai comme support Très bien. Et en fonction du balai, on va aussi avoir un chariot différent, puisque si on va faire les sols, on va pas avoir souvent le même type de choses que si on fait le plafond et les murs, parce que sinon on va éviter de prendre la douche quand on fait le mur, le plafond. Donc on adapte un petit peu les supports aussi. D'accord, donc toute une armée de différents types de balais pour les différentes utilisations avec les différentes lingettes, quoi. Exactement. Et après on va avoir aussi des systèmes vraiment, on va dire, là on est vraiment sur quelque chose de très pratique, pratico-pratique, parce que je vous donne l'exemple d'une PSM. La PSM. Qu'est-ce que c'est qu'une PSM ? Alors une PSM, qu'est-ce que c'est en fait ? Donc c'est comme une hotte, mais qui est fermée avec une vitre devant. Donc vous avez juste en dessous un petit écart pour pouvoir venir passer les mains. Et donc ça permet de manipuler en toute sécurité, évidemment sous un flux sous la PSM. Et cette PSM, des fois il faut les nettoyer. Et donc pour la nettoyer, en fait, on a des petits instruments qu'on va utiliser, donc qui sont des petits balais, mais en miniature. Des mini-balais. Des mini-balais, pour justement pouvoir la nettoyer plus facilement. D'accord. Après, on va avoir d'autres systèmes. Par exemple, dans les zones de fabrication, on a des rideaux en PVC. Et donc là, quand on veut les nettoyer, c'est génial. On la tire, on essaie de l'enlever, on le fait jamais parce que c'est compliqué. C'est trop chiant. Voilà. Donc là, non, c'est pareil. On a aussi des systèmes qui vont venir s'agripper en fait de part et d'autre, et ensuite on va glisser jusqu'en bas. Et rien de plus principe. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment faites, adaptées par rapport aux besoins. Faire un prélèvement au plafond, il faut sortir l'escabeau, il faut être plusieurs parce qu'il faut être en sécurité. Ça va devenir compliqué. Eh bien nous, on a une perche, on adapte un écouvillon au-dessus et puis ensuite on fait le prélèvement. Trop fort. Voilà, donc plein de solutions. Et ensuite, du coup, après, on va retrouver aussi quelques accessoires. Donc, des accessoires, ça peut être par exemple du mobilier, donc on en a parlé. Ça peut être des distributeurs, par exemple, pour distribuer les différentes lingettes ou les choses comme ça. Exactement, les lingettes, les gants, les surchaussures. Du coup, des distributeurs qui sont faciles à nettoyer, parce que du coup, exactement, qui sont faciles à nettoyer, qui ont une petite pente généralement sur le haut pour éviter que la poussière ne stagne aussi. C'est important. Après, on va retrouver, c'est tout bête, mais la papeterie. Ouais, ça c'est marrant. Du coup, vous faites du papier spécial qui passe l'autoclave, etc. Voilà, c'est du papier spécifique sale propre pour que lorsqu'on écrit, l'encre reste à sa place dans le papier et qu'il n'y ait pas tout le nuage de cellulose qui va être tout autour du cahier de l'écriture, mais qui reste à sa place dans le cahier. C'est des stylos spéciaux aussi ? C'est des stylos spéciaux. Et on va retrouver des stylos spéciaux, des marqueurs, des étiquettes, des cahiers. Donc vous avez fait les recherches adaptées pour montrer que ces stylos et ce papier relarguent le moins de particules possible. Exactement. Et qu'ils puissent passer, qu'ils peuvent être stérilisés aussi, évidemment.
Et c'est fait en quoi alors les papiers c'est quoi les papiers du coup qui peuvent passer à l'autoclave? Est-ce que c'est des papiers normes? Alors visuellement, on a l'impression que c'est un papier qui a rien de particulier, sauf qu'en fait si. En fait, il y a plusieurs techniques qui existent. Bon, je vais vous en citer une pour avoir un exemple. Mais en fait, dans tous les cas, vous avez la cellulose, parce qu'il faut rappeler la cellulose. Voilà, c'est voir le papier. Et en fait, avec cette cellulose, des fois, on met du latex. D'accord. Et ça permet en fait que la cellulose reste à sa place, du coup, dans le cahier. Dans le cahier, d'accord. Voilà. Et des fois, soit c'est mélangé, soit c'est une surface, c'est mis par-dessus. Donc après, il y a plein de techniques de fabrication différentes. Et par rapport à l'impression, c'est-à-dire que du coup, ce papier autoclave, on va devoir imprimer un dossier de l'eau dessus, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup... Il faut faire attention. L'impression est importante parce que donc déjà il faut faire attention à l'encre de l'imprimante. C'est une laser avec du coup les imprimantes laser qui fixent les je sais pas si vous avez déjà envoyé un tonnerre, mais s'il y a un peu de poussière qui s'échappe, c'est l'enfer quoi. Voilà, donc en fait déjà l'imprimante, il faut faire attention où est-ce qu'elle est située. On la met jamais dans une zone critique. Jamais, ça c'est sûr. Elle est toujours à part. Après le mieux c'est évidemment qu'elle soit tellement à part qu'elle soit pas dans la si on peut ne pas la rentrer dans la salle propre, c'est encore mieux. Mais voilà, donc le but c'est vraiment ça, c'est vraiment faire très attention et de prendre une imprimante qui n'arrache pas le papier. Ouais. Qui est vraiment plus un tampon, qui va imprimer par jet, mais pas qui va venir arracher le papier à son passage. Du coup, mieux vaut prendre des imprimantes jet d'encre que des imprimantes laser pour la... Oui, plutôt laser, pour justement éviter l'arrachage du papier en fait. D'accord, plus laser. Parce que du coup, sinon ça voudrait dire que ça crée encore de la particule. Ok. Et un qui vient, parce qu'on a parlé du papier, mais c'est l'informatique. Ouais. Ah oui, du coup des claviers qui sont nettoyables, parce que les claviers c'est dégueulasse. Ah oui, ça nie tout ce que vous voulez, et surtout ce qu'on veut pas. Et donc à l'intérieur, justement, ce type de clavier, c'est les claviers qu'on va proposer. Ouais, il est devant, il est tout devant. Ouais. Ah, et du coup en fait c'est un clavier qui est complètement lisse, parce que j'en avais déjà vu où c'était quand même un peu une espèce de caoutchouc dessus. C'est du silicone souvent. Du silicone, voilà, c'est ça. Et on avait quand même les touches. Là, le clavier que vous proposez, c'est vraiment une vitre, quoi. C'est ça. En fait, c'est du verre. C'est vraiment du verre. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est strictement lisse. Et donc, on prend une lingette, un spray, et on injecte, et puis rien. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, il a des petites options assez sympathiques pour mettre la vibration ou des petits bips pour que lorsqu'on appuie, on ait la sensation de quelque chose, quoi. C'est ça, on a un retour, comme sur nos téléphones ou nos tablettes. C'est vraiment strictement la même sensation. Très bien. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez parlé que vous aviez, du coup, pour tester, j'imagine, vos équipements, une salle blanche chez vous? Oui, alors en fait, on a aussi effectivement une salle propre. Donc on a une salle propre ISO 7 chez nous qui fait une 30aine de mètres carrés. Ouais. Et cette salle propre, en fait, nous sert à faire principalement que du reconditionnement. Pour vous donner un exemple, quand on va commercialiser des tissus, bien les tissus, des fois, sont par 150, 300 tissus. Okay. Quand on veut les utiliser en stérile, on va en utiliser, par exemple, un paquet de 10. Et tout le reste, on le jette. Parce que forcément, après, ce n'est plus stérile. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir scinder le paquet. Et une fois qu'il est scindé, du coup, et après, on va le renvoyer en stérilisation. Et donc, comme ça, le client va pouvoir utiliser juste ce qu'il a besoin. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas mal. Du coup, en fait, ça vous sert vraiment à faire de la production, quoi. Voilà, c'est vraiment du reconditionnement de divers équipements pour après être envoyé en stérilisation. Des fois, ça ne va pas en stérilisation. Des fois, c'est vraiment que du reconditionnement pour justement faciliter l'utilisation. Super. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, aussi bien techniques que pratiques. C'était vraiment très intéressant. Et puis, écoutez, comment on peut vous contacter ? Alors pour me contacter personnellement, on va dire, alors je ne donnerai pas mon numéro de téléphone privé. Donc en fait, vous pouvez me contacter par mail. Donc c'est meggy.graté@cg.fr. Graté, G-R-A-2-T-E-T. Voilà, donc juste parce que comme j'ai un prénom qui n'est pas toujours le plus simple, donc c'est Meggy, M-E-2-G-I-E, .graté, G-R-A-2-T-E-T, @cj, donc S comme Sophie, idji.fr. Super. Écoute, merci beaucoup Meggy. Bon salon et à bientôt pour un nouvel épisode. Il n'y a pas de souci, à bientôt.